Un homme d'affaires obsédé par sa carrière n'avait pas touché une femme depuis plus de 15 ans, jusqu'à ce qu'il rencontre la nouvelle femme de ménage de l'entreprise. Paris, en hiver, semblait toujours enveloppé dans un manteau de silence discret après le crépuscule. Dans un quartier d'affaires du 8e arrondissement, un immeuble de verre et d'acier se dressait comme un totem de modernité et de réussite. Au sommet de cet édifice, la lumière du dernier étage restait allumée bien après le départ des autres. Là-haut, Laurent Dubois poursuivait sa routine millimétrée, indifférent à l'écoulement du temps ou aux saisons. Laurent était un homme de 48 ans, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, costume toujours taillé à la perfection, et un regard si perçant qu'il gelait les mots dans la bouche de ceux qui osaient le défier. Fondateur d'une entreprise de logistique parmi les plus lucratives de France, il représentait pour beaucoup le sommet du succès entrepreneurial. Mais ce sommet, il l'avait atteint seul. Depuis des années, il s'était détaché de toute vie affective, convaincu qu'émotion et performance ne faisaient pas bon ménage. Son dernier amour datait de plus de 2 décennies. Une cicatrice discrète mais vivace, enfouie derrière les dossiers empilés de contrats et de chiffres. Chaque journée de Laurent suivait une cadence rigoureuse. Réveil à 6 heures du matin, 45 minutes de sport, petit déjeuner à base de fruits et protéines, puis immersion dans un monde de décisions, d'emails, de stratégies. Il ne déjeunait jamais avec des collègues, ne participait pas aux célébrations de fin d'année et ne répondait jamais à des invitations personnelles. À 21 heures, il était encore là, seul dans son bureau, terminant ce que personne n'osait lui déléguer. Le silence du soir était son allié. Le bourdonnement constant des néons, les bruits distants des ascenseurs et les échos de pas isolés dans les couloirs devenaient la bande sonore de ses nuits prolongées. Il n'écoutait pas de musique. Il n'avait pas de plantes. Il ne gardait sur son bureau que l'essentiel. Un ordinateur, une lampe orientable, un bloc de notes et un stylo Montblanc parfaitement alignés. Les employés le craignaient autant qu'ils le respectaient. Aucun ne l'appelait par son prénom. On disait de lui qu'il pouvait détecter une erreur de calcul à la virgule près et qu'il se souvenait du contenu de réunions datant de 5 ans, comme si elles s'étaient tenues la veille. Certains racontaient qu'il ne dormait jamais, qu'il n'avait pas de vie en dehors de ses murs. Et à vrai dire, ce n'était pas loin de la vérité. Mais une chose étrange se produisait depuis quelques semaines. Une présence, discrète, mais constante, avait commencé à traverser l'univers silencieux de Laurent. Au début, il n'y prêta pas attention. Une silhouette de plus dans les couloirs nocturnes. Un mouvement furtif dans la pénombre. Quelqu'un nettoyait les vitres du hall ou vidait les poubelles sans faire de bruit. Laurent, fidèle à lui-même, n'avait pas le réflexe d'observer les autres. Il vivait dans une bulle contrôlée, où toute intrusion était filtrée, analysée, contenue. Et pourtant, un soir, alors qu'il sortait de son bureau pour aller chercher un rapport imprimé, il croisa cette présence. Une femme vêtue d'un uniforme bleu marine s'agenouillait au bout du couloir pour essuyer une tache sur le sol. Elle ne leva même pas les yeux lorsqu'il passa près d'elle. Pas un mot, pas un regard. Elle poursuivit son geste avec une concentration tranquille, presque solennelle. Ce détail, insignifiant pour beaucoup, ébranla imperceptiblement Laurent. D'ordinaire, les gens s'empressaient de lui adresser un bonsoir, un sourire forcé, une tentative de conversation. Elle, non. Ce soir-là, en retournant à son bureau, il resta quelques secondes debout, regardant par la baie vitrée la ville endormie. Quelque chose dans l'indifférence de cette femme lui avait rappelé une sensation ancienne, presque oubliée. Non, pas de l'irritation, mais un léger trouble, comme un grain de sable dans une machine bien huilée. Il tenta d'ignorer cette pensée, se replongea dans son travail, referma les portes mentales qui s'étaient entr'ouvertes. Mais les jours suivants, il la revit. Toujours à la même heure, toujours discrète, toujours concentrée. Elle nettoyait les vitres sans laisser de traces, arrangeait les plantes artificielles de l'accueil, vérifiait les salles de réunion avec une précision presque militaire. Son visage était calme, mature, marqué par une fatigue élégante. Elle devait avoir autour de 35 à 40 ans. Cheveux attachés, gestes sûrs, aucune intention de paraître ou de séduire. Laurent ne savait rien d'elle, pas son nom, pas son poste exact. Et cela, pour un homme qui avait l'habitude de tout savoir sur son environnement, représentait une anomalie. Il essaya de ne pas s'y attarder, de rationaliser. Elle faisait partie de l'équipe d'entretien, voilà tout. Une nouvelle recrue, sans doute.
Mais pourquoi alors, chaque soir, son regard se posait-il instinctivement sur elle lorsqu'il franchissait le hall? Pourquoi remarquait-il la précision de ses mouvements, la manière dont elle remettait une chaise en place, le soin avec lequel elle effaçait une trace de doigt sur le verre? Laurent n'en parla à personne. Il aurait été incapable de mettre des mots sur ce qui le troublait. Ce n'était pas de l'attirance, ce n'était pas du désir. C'était autre chose, plus dérangeant. Une brèche dans son système, un interstice par lequel un peu de vie réelle semblait vouloir s'infiltrer dans son monde figé. Et ainsi, sans bruit, sans déclaration, sans bouleversement apparent, quelque chose commença à changer dans la discipline glacée de Laurent Dubois. Élise Moreau entra dans la vie de Laurent comme un souffle discret, presque imperceptible. Elle n'arrive pas avec le fracas des annonces ou l'agitation d'un nouveau cadre ambitieux. Non, elle se glisse simplement dans la routine nocturne de l'immeuble, vêtue de silence et d'ombre. À 37 ans, elle n'a plus l'énergie de se faire remarquer, et même si elle l'avait, elle n'en verrait pas l'utilité. Elle vient pour travailler, rien de plus. C'est par une agence sous-traitante qu'elle est assignée à ce bâtiment. Elle accepte le poste sans poser de questions, comme elle l'a fait tant de fois auparavant. L'emploi est stable, le salaire modeste, mais régulier. Elle commence par les étages inférieurs, puis, au fil des jours, prend en charge les espaces les plus élevés, ceux où presque plus personne ne circule passé 20 heures, sauf un certain Laurent Dubois. Mais elle ne le sait pas encore. Élise a l'habitude d'observer sans être vue. Elle a appris avec le temps que le monde devient plus lisible lorsqu'on se tient un peu en retrait. Elle devine les humeurs des lieux, le poids des choses, non dites, l'intensité d'un silence. En franchissant les portes de l'immeuble chaque soir, elle se transforme. Son dos se redresse légèrement, son regard devient vigilant, ses gestes méthodiques. Elle ne cherche pas à faire bonne impression, mais elle respecte profondément son travail. C'est peut-être la seule chose qu'elle peut encore contrôler. Les premiers soirs, elle ne croise que des silhouettes lointaines, des voix basses, dans les ascenseurs, des talons pressés sur le carrelage, des ordinateurs encore allumés dans quelques bureaux. Elle travaille en arrière-plan, réajustant les rideaux, vidant les corbeilles, effaçant les traces de café sur les tables de réunion. Quand elle arrive au dernier étage, celui de la direction, l'ambiance change. Il y règne une tension différente, comme si les murs eux-mêmes étaient contraints de rester droits et propres. C'est là qu'elle le voit pour la première fois, lui. Il ne la regarde pas. Il traverse le couloir d'un pas précis, une chemise blanche sans un pli, le regard fixé sur l'écran de sa tablette. Il est la figure même du contrôle. Il ne la remarque pas et cela lui convient. Elle continue d'essuyer les vitres avec la même régularité. Pourtant, malgré son détachement apparent, quelque chose en elle capte les détails. Le tic-tac régulier de la montre qu'il porte toujours au poignet gauche, la façon dont il tapote légèrement la table avant de parler au téléphone, le soupir qu'il pousse parfois en fermant un document. Rien d'intentionnel, rien d'ouvertement humain, mais suffisamment pour qu'elle le perçoive comme une machine parfaitement huilée. Élise ne le craint pas. Contrairement aux autres qui baissent la voix quand ils passent ou qui s'empressent de disparaître dans un ascenseur, elle n'a pas ce réflexe. Peut-être parce qu'elle n'a plus rien à prouver. Peut-être parce qu'elle est fatiguée de jouer aux hiérarchies invisibles. Il est un homme riche, influent, visiblement brillant, et alors, cela ne change rien à sa propre réalité. Laurent, de son côté, commence à la remarquer. D'abord à peine, comme un élément parmi d'autres du décor. Puis, petit à petit, son regard se pose sur elle plus souvent. Il s'étonne de la voir toujours concentrée, jamais distraite. Elle ne parle à personne, n'écoute pas de musique avec des écouteurs discrets comme le font parfois les jeunes agents d'entretien. Non, elle est entièrement présente à ce qu'elle fait, comme si chaque tâche avait une importance singulière. Ce qui intrigue Laurent n'est pas tant son silence, mais l'absence totale de tentative d'interaction. Elle ne le regarde pas, ne le salue pas, ne semble pas du tout impressionnée par sa présence. Et cela le perturbe. Non pas par orgueil, il s'est détaché de ces jeux depuis longtemps, mais parce qu'il est habitué à ce que tout dans son environnement réagisse à sa présence. Elle, non. Et ce non devient pour lui une énigme. Un soir, il sort de son bureau plus tôt que d'habitude, perturbé par une réunion tendue avec des partenaires internationaux. Il marche dans le couloir perdu dans ses pensées,
quand il la voit assise au sol du couloir, le dos appuyé contre le mur, un chiffon dans les mains. Elle est immobile. Ce n'est pas de la fatigue, pense-t-il d'abord, mais un moment suspendu. Elle regarde fixement un point au sol, comme si quelque chose d'invisible s'y jouait. Lorsqu'elle l'aperçoit, elle se lève aussitôt, reprend son geste. Pas un mot. Ce petit interlude reste dans l'esprit de Laurent toute la nuit. Pourquoi était-elle assise? Que regardait-elle? Était-ce un moment de lassitude ou de méditation? Il n'a pas la réponse. Et cela l'obsède plus qu'il ne l'admet. Élise, elle, ne pense pas à lui en rentrant chez elle. Elle prend le dernier train pour la banlieue sud de Paris, entre dans son appartement exigu où ses 2 enfants l'attendent déjà endormis. Elle retire ses chaussures sans faire de bruit, embrasse chacun sur le front, puis s'assoit dans la cuisine pour boire un verre d'eau en silence. La fatigue est ancrée dans ses os. Son quotidien est fait d'équilibres précaires, factures, devoirs scolaires, repas simples, solitude. Elle ne sait pas encore que cet homme, dans cet immeuble, commence à se poser des questions sur elle. Elle ne le sait pas. Et même si elle le savait, elle ne saurait qu'en faire. Dans sa vie, les regards des autres ont souvent été un poids, rarement un soutien. Alors elle reste dans l'ombre, là où elle se sent à l'abri. Mais les regards, une fois lancés, deviennent difficiles à retenir. Et dans les jours suivants, sans le vouloir vraiment, Élise entre peu à peu dans le champ d'attention de Laurent. Non comme une distraction, mais comme une faille discrète dans le mur qu'il a érigé entre lui et le reste du monde. Ce n'est pas encore une histoire, c'est à peine une tension, une attente. Mais quelque chose a bougé, et rien ne redeviendra tout à fait comme avant. Ce soir-là, la pluie s'abattait sur Paris comme une rumeur étouffée. Le hall du bâtiment vibrait sous les impacts discrets des gouttes contre les parois de verre. Les couloirs, d'ordinaire, déjà silencieux, semblaient encore plus déserts. Laurent Dubois, fidèle à son habitude, restait enfermé dans son bureau, la lumière crue des néons découpant sa silhouette sur les parois vitrées. Il venait de terminer un rapport complexe, destiné à un client d'envergure internationale. L'heure était déjà bien avancée, mais pour lui cela n'avait aucune importance. Le temps ne signifiait rien de personnel. C'était un outil, une donnée à manier, à maîtriser. En sortant de la salle de réunion, il marcha d'un pas décidé vers la machine à café. Le couloir était plongé dans cette lumière artificielle qui donne aux objets une froideur clinique. Soudain, son pied heurta quelque chose au sol. Un bruit sourd suivi d'un éclaboussement. Il grimaça. Un seau d'eau, à moitié rempli, s'était renversé. L'eau s'étalait lentement sur le sol, se glissant sous les plinthes, infiltrant les moindres irrégularités du carrelage. Laurent jura entre ses dents, une irritation froide traversant son visage habituellement impassible. À quelques mètres, de là une porte s'ouvrit précipitamment. Élise apparut dans l'encadrement, essoufflée, un chiffon à la main. Elle avait oublié le seau, absorbée qu'elle était par le nettoyage des vitres d'une autre salle. Sans dire un mot, elle s'agenouilla aussitôt pour contenir les dégâts. Ses gestes étaient rapides, précis, presque désespérés. « Ce genre de choses ne doit pas arriver », dit-il sèchement, en fixant la flaque au sol. Elle leva les yeux vers lui, un regard direct, sans défi, mais sans crainte non plus. « Vous avez raison, répondit-elle calmement, mais il paraît que personne n'est parfait, monsieur Dubois. » Il resta un instant figé. Ce n'était pas une réplique agressive, ni une excuse maladroite, juste une vérité dite sans détour avec cette voix posée et douce qu'on utilise quand on n'a rien à perdre. Personne ne lui parlait ainsi. Pas ici, pas dans ce monde glacé de résultats et d'efficacité. « Visiblement, vous ne me connaissez pas, » répondit-il, plus par réflexe que par conviction. Elle haussa à peine les épaules, reprit son nettoyage, sans chercher à poursuivre l'échange. Pour elle, la conversation était close, mais pour lui, c'était autre chose. Un éclat, un grain de sable dans son rouage bien huilé. Il resta là quelques secondes de plus, observant la manière dont elle tamponnait l'eau avec un chiffon, le front légèrement froncé par la concentration. Puis il tourna les talons et retourna à son bureau, laissant derrière lui une traînée de pas humides sur le sol. Cette nuit-là, il ne parvint pas à se reconcentrer. Les chiffres sur son écran perdaient leur netteté. Les mots de son rapport semblaient tournoyer sans ordre. Il se repassait la scène, encore et encore, comme si elle avait révélé quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le ton de sa voix, l'absence de crainte, l'apaisement dans sa réponse,
Cela bousculait l'équilibre qu'il entretenait avec le monde. Un monde où tout devait avoir sa place, sa fonction, son utilité, et où les interactions humaines étaient soit stratégiques, soit inutiles. Il repensa à sa phrase. « Vous avez raison, mais il paraît que personne n'est parfait. » Il y avait dans cette simple déclaration quelque chose de profondément humain. Et cela, étrangement, le perturba bien plus qu'un rapport mal rédigé ou une réunion annulée à la dernière minute. Les jours suivants, il la vit plusieurs fois. Elle continuait à travailler avec la même constance, la même discrétion. Mais désormais, lorsqu'ils se croisaient, elle levait les yeux vers lui. Parfois, un bref hochement de tête. Parfois, rien. Mais il y avait, dans ces silences, une reconnaissance mutuelle, une trace de cette conversation involontaire qui avait fissuré le mur entre eux. Il se surprit à adapter ses horaires pour la croiser, à ralentir légèrement lorsqu'il marchait dans le couloir, comme s'il espérait tomber sur elle. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une obsession. C'était une attente nouvelle, sourde, difficile à nommer. Elle, de son côté, restait fidèle à elle-même. Pas de mots superflus, pas de gestes calculés, mais une présence réelle, dense, qui remplissait l'espace sans jamais l'envahir. Un soir, en entrant dans une salle qu'elle venait de terminer, il s'arrêta en constatant l'odeur douce du produit nettoyant qu'elle avait utilisé. Un parfum presque imperceptible, mais agréable. Il regarda autour de lui. Chaque objet était parfaitement aligné. La table brillait. Les dossiers avaient été replacés avec soin. C'était plus qu'un nettoyage. C'était une forme de respect silencieux pour le lieu. Il ne dit rien. Mais en sortant, il se retourna un instant pour jeter un dernier coup d'œil à la pièce. Une chose étrange se produisait en lui. Quelque chose qu'il avait depuis longtemps appris à ignorer. Une sensation diffuse de présence, de fragilité humaine, de vérité. Ce soir-là, il n'alla pas directement à son bureau. Il descendit, dans le hall, s'assit sur un des bancs de marbre et regarda la pluie tomber à travers les vitres. Une chose rare pour lui, ne rien faire, juste regarder, juste penser. Il savait que cette conversation, si brève soit-elle, avait déclenché un mouvement. Il ne savait pas où cela mènerait, mais il sentait, au fond de lui, que quelque chose était en train de changer. Lentement, inexorablement, et pour la première fois depuis des années, il ne chercha pas à en freiner le cours. La météo annonçait des rafales violentes et une chute brutale des températures ce soir-là. Les Parisiens pressèrent le pas, emmitouflés dans leurs manteaux, fuyant les trottoirs luisants de pluie. Au sommet de l'immeuble de Laurent Dubois, la tempête faisait vibrer les vitres épaisses comme des tambours sourds. À l'intérieur, pourtant, rien ne bougeait. Le bureau de Laurent, comme toujours, baignait dans une lumière blanche, implacable. Les piles de dossiers parfaitement ordonnées semblaient insensibles aux éclairs qui zébrèrent le ciel, aux coups de tonnerre qui résonnaient dans les rues désertes. Il était seul. Les autres employés avaient fui le bâtiment dès la fin de l'après-midi. Les prévisions alarmistes de Météo France les avaient encouragés à regagner leur domicile plus tôt que d'habitude. Mais Laurent, lui, ne modifiait jamais son programme. Il restait fidèle à ses habitudes comme on suit un rituel sacré. Travailler tard, par choix, par nécessité, ou peut-être par crainte du vide. Ce soir-là, il tapait méthodiquement un compte-rendu de réunion lorsqu'un bruit bref, sec, interrompit sa concentration. L'éclairage clignota une fois, puis une deuxième. Un frisson parcourut l'air, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Puis, brusquement, tout s'éteignit. Une obscurité dense, presque totale, engloutit les lieux. Le seul son encore audible était celui du vent hurlant au dehors. Laurent resta immobile quelques secondes, ses yeux tentant de s'ajuster à l'absence de lumière. Il se leva lentement, contourna son bureau à tâtons et s'approcha de la baie vitrée. Le ciel était noir d'encre, zébré parfois de lueurs spectrales. Il sortit son téléphone portable de sa poche. L'écran éclaira faiblement son visage, mais la batterie était presque vide. Il grogna intérieurement. Dans un bâtiment aussi moderne, une coupure générale était rare. Mais ce soir, même les systèmes de secours semblaient en sommeil. Un pas léger résonna dans le couloir. Il tourna la tête. Une lumière vacillante approchait. Ce n'était pas une torche ni une lampe électrique. C'était une flamme. Une petite bougie tenue avec précaution dans une main ferme. Et derrière cette flamme, le visage calme d'Élise, à peine éclairé. Elle avançait sans hâte, ses mouvements précis, comme si cette situation ne l'étonnait pas. Dans l'autre main, elle tenait une lanterne en métal qu'elle avait déjà allumée.
Lorsqu'elle vit Laurent, elle ne sembla pas surprise. « Le système de secours est tombé. J'ai trouvé ça dans le placard d'entretien, » dit-elle, simplement. Elle lui tendit la bougie. Il la prit sans un mot. La chaleur de la flamme était dérisoire face à l'humidité qui s'infiltrait dans l'air, mais la lumière douce donnait au mur une texture nouvelle, presque intime. Ils restèrent là quelques secondes, côte à côte, sans parler. La lanterne jetait des ombres mouvantes sur leurs visages, et dans ce décor étrange, Laurent vit Élise comme pour la première fois. Elle ne portait pas son uniforme habituel. Sans doute à cause du froid, elle avait enfilé un vieux pull gris sous sa veste. Ses cheveux, habituellement attachés, tombaient en mèches indisciplinées autour de son visage. Elle tenait la lanterne avec une assurance tranquille, comme si elle avait fait cela toute sa vie. Il la regarda et cette fois, il ne vit pas une employée. Il vit une femme debout dans l'obscurité, solide, présente, réelle. « Vous n'avez pas eu peur ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Non. Ce genre de panne, j'y suis habitué. Chez moi, ça arrive souvent. » Elle ne disait pas cela avec amertume, juste une constatation, une vérité simple, énoncée sans phare. Laurent ne répondit pas. Il baissa les yeux vers la flamme qu'il tenait. Sa main projetait une ombre étrange sur le mur, et il eut l'impression fugace de voir une autre version de lui-même se dessiner dans cette lueur incertaine, moins nette, moins rigide. « Vous êtes toujours ici aussi tard ?» demanda-t-elle sans insistance. Il hocha la tête. « Presque toujours. » « Pourquoi ?» Il leva les yeux. Elle le regardait sans curiosité malsaine, sans jugement. Une vraie question, une question qu'on ne lui posait jamais. « Parce que je ne sais pas vraiment quoi faire d'autre », répondit-il après une pause. Elle l'accepta sans commenter. Ce silence-là, entre eux, n'était pas pesant. Il n'était pas fait de gêne ou de distance. C'était un espace de respiration, une bulle. Elle posa la lanterne sur une table basse, et la pièce s'emplit de cette lumière douce et ondulante. Les contours des meubles semblaient moins rigides, les ombres dansaient. Et dans cette atmosphère suspendue, quelque chose se fissura doucement, dans l'image que Laurent avait toujours eue de lui-même. Il s'assit sur le bord du canapé, la bougie toujours en main. Élise, elle, resta debout, appuyée contre un mur. Ils ne se regardaient pas directement, mais ils étaient ensemble, dans un espace où les règles habituelles ne s'appliquaient plus. Un bruit sec attira leur attention. Une branche frappait contre la vitre sous l'effet du vent. Élise se dirigea lentement vers la fenêtre, observa l'extérieur un moment, puis se tourna vers lui. « La ville est plus honnête quand elle est dans le noir », murmura-t-elle. Il sourit à peine, surpris par la justesse de cette remarque. Il regarda autour de lui. Son bureau, qu'il considérait comme un sanctuaire de contrôle et de rigueur, prenait ce soir-là une dimension différente, moins rigide, plus humaine. Comme si cette coupure de courant avait permis à quelque chose de respirer enfin. Lorsque la lumière revint, 20 minutes plus tard, ils ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de se lever chacun de leur côté, de replacer les objets à leur place. Élise reprit la lanterne et la bougie, éteignit soigneusement les deux et sortit. Avant de franchir la porte, elle s'arrêta un instant, tourna légèrement la tête. « Bonne nuit, monsieur Dubois. » Il répondit d'un hochement de tête, la porte se referma. Et le silence de nouveau s'installa, mais il n'avait plus le même goût, il était désormais habité. Par une lanterne, une voix calme, une présence, et par la conscience nouvelle que peut-être son monde n'était pas aussi inébranlable qu'il l'avait toujours cru. Les jours suivants furent baignés dans une étrange clarté hivernale, froide et limpide, comme si le ciel lui-même hésitait à se remplir. Dans l'univers ordonné de Laurent Dubois, la routine avait repris son cours apparent, mais quelque chose avait subtilement changé. Il ne l'aurait jamais admis à voix haute, même à lui-même. Mais depuis cette nuit où l'électricité avait cédé la place à la lueur fragile d'une bougie, il percevait les choses différemment. Pas de bouleversement majeur, pas de révolution intérieure, mais une forme d'attention accrue à ce qui l'entourait, à ceux qu'il avait toujours considérés comme des éléments secondaires de son décor professionnel. Et surtout à elle, Élise. Ce changement n'était pas volontaire. Il se produisait malgré lui comme une réaction chimique silencieuse. Il notait des détails qu'il aurait auparavant ignorés. L'heure exacte à laquelle elle arrivait, au dernier étage, le bruit léger de ses pas sur le carrelage, l'odeur subtile du savon qu'elle utilisait. Mais ce jour-là, ce fut un détail plus troublant qui attira son regard.
Alors qu'elle se penchait pour nettoyer un coin du sol près de la salle de conférence, il vit un petit pansement beige sur sa main droite, à peine visible, mais suffisant pour retenir son attention. Le mouvement de son poignet était légèrement rigide, comme si elle évitait d'utiliser ses doigts pleinement. Elle ne se plaignait pas. Elle continuait son travail avec la même efficacité discrète, mais il y avait une tension dans son geste, une crispation imperceptible. Lorsqu'elle passa devant son bureau, il sortit un peu plus tôt que prévu. Il la rattrapa dans le couloir, sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'il allait dire. « Vous vous êtes blessé ?» demanda-t-il en désignant sa main. Elle leva, les yeux vers lui un peu surprise par la question. « Rien de grave, répondit-elle. Une coupure en lavant une vitre, ça arrive. » Elle esquissa un léger sourire comme pour clore le sujet. Mais Laurent, cette fois, ne se contenta pas de cette réponse. Il sentit une urgence inhabituelle en lui, une forme d'irritation mêlée à de l'inquiétude. « Vous devriez consulter un médecin, insista-t-il. Il suffit d'une infection mal soignée pour que cela devienne sérieux. » Elle secoua doucement la tête, ses yeux bruns plongés dans les siens. « J'aimerais bien, mais je ne peux pas me permettre de perdre des heures de travail. Ce serait un luxe que je n'ai pas. » Ces mots, dits avec calme, sans révolte, le frappèrent de plein fouet. Pour lui, la gestion du temps était un exercice de précision. Pour elle, c'était une question de survie. Il resta silencieux, ne trouvant pas immédiatement quoi répondre. Elle reprit son chemin sans attendre son approbation, son pas égal, sa silhouette disparaissant peu à peu dans la pénombre du couloir. Ce soir-là, Laurent ne retourna pas tout de suite à son bureau. Il resta debout dans le couloir, les mains dans les poches, les yeux fixant le sol. Cette femme que personne ne remarquait vraiment portait en elle une force tranquille qui le déstabilisait. Elle ne se plaignait pas, ne cherchait ni pitié ni aide. Elle avançait, simplement, avec dignité. Et cette dignité, justement, le troublait. Il était entouré chaque jour de gens qui quémandaient son attention, son approbation, son pouvoir de décision. Elle, au contraire, ne lui demandait rien, pas même la reconnaissance. Le lendemain, il la vit de nouveau, cette fois dans la cage d'escalier, en train de transporter un chariot de produits de nettoyage. Elle semblait fatiguée, ses traits plus marqués. Il s'approcha, hésita, puis proposa de l'aider. Elle le regarda, interloquée. « Ce n'est pas votre rôle, dit-elle simplement. »« Ce n'est pas une question de rôle, répondit-il. Vous êtes blessé. C'est une question de bon sens. » Elle le laissa faire à contre-cœur. Il saisit le chariot, descendit 2 étages avec elle en silence. Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage concerné, elle le remercia d'un simple hochement de tête. Pas de discours, pas de gratitude exagérée. Juste un regard franc, honnête. Il s'en retourna sans un mot, mais une idée s'était enracinée, en lui. De retour dans son bureau, il contacta discrètement les ressources humaines. Il demanda s'il était possible de consulter le profil administratif d'Élise sous couvert de vérifications internes de sécurité. Le fichier était succinct. Nom, prénom, âge, adresse en banlieue sud, 2 enfants à charge, veuve, depuis 6 ans. Aucun antécédent professionnel notoire, que des contrats temporaires, des emplois précaires. Il lut ces informations sans émotion apparente, mais une tension montait en lui. Chaque ligne du dossier lui rappelait combien cette femme portait sur ses épaules une réalité très différente de la sienne. Il découvrit aussi que son salaire était à peine supérieur au minimum légal, qu'elle travaillait sur plusieurs sites dans la semaine pour boucler ses fins de mois, qu'elle n'avait jamais pris plus d'1 jour de congé depuis son embauche. Il resta longtemps devant l'écran, le regard fixé sur ces données froides. Puis, sans réfléchir davantage, il envoya un message à la direction générale, demandant s'il était possible d'ajuster les conditions de travail de certains employés du service d'entretien. Il n'évoqua pas de nom. Il ne justifia pas son geste. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il resta au bureau plus tard non pas par nécessité, mais parce qu'il n'avait pas envie de rentrer. L'immeuble était silencieux comme à son habitude, mais ce silence n'était plus le même. Il contenait maintenant une voix, un regard, une main bandée. Et, au fond de lui, il savait que cette voix continuerait de résonner, même lorsqu'elle ne parlerait pas. Laurent Dubois s'était toujours considéré comme un homme à l'abri de toute forme d'attachement. Il avait bâti sa réputation sur cette distance glaciale, ce contrôle permanent de ses émotions.
cette capacité redoutable à compartimenter chaque chose. Le travail, les relations, les souvenirs, les désirs. Tout devait être à sa place, maîtrisé, prévu. C'était sa manière de survivre dans un monde qu'il jugeait trop instable pour se permettre la vulnérabilité. Mais Élise, sans rien demander, sans rien exiger, avait brisé ce code invisible qu'il suivait depuis des années, et cette rupture silencieuse provoquait en lui un désordre qu'il n'était pas prêt à accepter. Il passait désormais ses journées dans un état de tension dissimulée. Il accomplissait ses tâches avec la même rigueur, participait aux réunions avec la même précision, mais quelque chose en lui résistait. Une pensée récurrente, un visage qui s'imposait entre deux dossiers, entre deux décisions. Élise, ce nom, cette femme, cette vie si éloignée de la sienne, et pourtant étrangement, si proche dans ce qu'elle réveillait. Un matin, bien avant l'aube, il fit une chose qu'il ne s'était jamais autorisée. Il quitta son appartement, monta dans sa voiture et roula jusqu'à la banlieue sud de Paris, l'adresse qu'il avait trouvée dans son dossier administratif. Il n'avait aucun plan précis, aucune intention claire. Il voulait voir, comprendre, situer cette femme dans un contexte plus large que les couloirs aseptisés de leur immeuble de verre. Il resta dans sa voiture, garée à distance, observant, sans oser s'approcher. Le quartier était modeste, les immeubles simples, parfois décrépits. Des enfants couraient en uniforme scolaire. Des adultes pressés prenaient le métro. À une fenêtre du 3e étage, il aperçut brièvement une silhouette féminine qui tirait les rideaux. Il reconnut la posture, le mouvement du bras, le port de tête. C'était elle. Dans une cuisine étroite, elle versait du café dans une tasse, parlait à quelqu'un hors de vue, puis, quelques instants plus tard, elle sortit du bâtiment, un sac à la main. 2 adolescents la suivaient, sac sur le dos, l'air à moitié réveillé. Elle les embrassa rapidement sur la joue, leur adressa quelques mots et les regarda s'éloigner jusqu'au coin de la rue avant de tourner à son tour vers l'arrêt de bus. Laurent se sentit envahi par une émotion qu'il n'identifiait pas tout de suite. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas non plus une simple curiosité satisfaite, c'était une forme d'admiration silencieuse, mêlée à un trouble profond. Il n'avait jamais vu Élise ainsi, mère, pilier, d'un foyer modeste, femme debout malgré le poids évident de ses responsabilités. Il la connaissait seulement dans l'ombre, dans le silence d'un immeuble déserté. Là, elle existait dans une lumière plus crue, plus réelle. Le reste de la journée fut un combat. Il tenta de se concentrer sur ses rendez-vous, de maintenir le cap de ses objectifs, mais chaque chiffre semblait creux, chaque mot vidé de son sens. Il se revoyait dans cette voiture, dissimulé comme un intrus, observant la simplicité d'une scène de vie qui, paradoxalement, lui paraissait bien, plus riche que tout ce qu'il avait construit. Le soir venu, il la vit comme à l'accoutumée au dernier étage. Elle nettoyait les vitres avec son application habituelle, comme si de rien n'était. Il s'arrêta un instant au bout du couloir, la regarda faire, les bras tendus, le visage sérieux. Elle tourna la tête, croisa son regard. Il voulut dire quelque chose, mais n'y parvint pas. Elle lui adressa un léger signe de tête, puis reprit sa tâche. Ce geste anodin, ce simple hochement de tête, déclencha en lui une cascade de réflexions. Il rentra chez lui tard, encore plus tard que d'habitude, et pour la première fois, depuis des années, il ne s'installa pas devant son ordinateur. Il s'assit dans son salon, éteignit toutes les lumières, laissa la ville respirer autour de lui. Les bruits lointains de la circulation, le souffle du vent contre les fenêtres, tout semblait soudain intensément présent. Il pensa à Élise, à ses enfants, à ce quotidien qu'elle affrontait avec une force tranquille, et il se demanda, non sans douleur, ce qu'il avait sacrifié au nom de la discipline. Il revit les visages du passé, celui d'une jeune femme qu'il avait aimée autrefois, et qu'il avait laissé partir par orgueil, par peur d'être blessée. Il repensa à sa mère, distante, rigide, à l'éducation fondée sur le devoir et le silence. Il revit les débuts de sa carrière, les nuits blanches passées à prouver qu'il valait quelque chose. Et au cœur de cette introspection, Élise apparaissait comme une anomalie, une note humaine dans une partition glacée. Il voulut la revoir, lui parler, comprendre ce qui le bouleversait tant. Mais il n'en avait pas le courage. Pas encore. Il préféra canaliser ce trouble autrement. Il convoqua discrètement son associé
et lui proposa un réaménagement des horaires de nettoyage, suggérant qu'un deuxième agent soit engagé pour alléger les charges. Il justifia cette décision par des considérations logistiques, mais au fond, il savait pourquoi il faisait cela. Il voulait alléger le poids sur les épaules d'Élise, non pas pour la séduire, ni même pour se faire bien voir, mais parce qu'il ne supportait plus l'idée qu'elle porte seule tant de choses sans qu'aucune main ne se tende vers elle. Cette nuit-là, il dormit mal. Les rêves qu'il fit furent flous, mais chargés d'émotions. Il se réveilla plusieurs fois, le cœur battant, envahi par un sentiment d'impuissance. Il ne contrôlait plus le fil de ses pensées, et pour un homme comme lui, habitué à maîtriser chaque battement de sa journée, c'était une perte de contrôle insupportable. Le lendemain, en traversant le hall du bâtiment, il croisa Élise à nouveau. Elle le salua brièvement, comme toujours, mais cette fois, il s'arrêta. « Élise, vous avez un instant ?» Elle se tourna vers lui, étonnée. Ce fut la première fois qu'il prononça son prénom. Elle attendit, silencieuse. « J'aimerais savoir comment vont vos enfants. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà des mots. Puis elle répondit calmement. « Ils vont bien. Merci de demander. » Et sans un mot de plus, elle reprit son chemin. Laurent resta là, figé, bouleversé par la simplicité de cet échange. Il comprit que cette question anodine marquait un point de non-retour. Il ne pourrait plus redevenir l'homme qu'il était avant. Quelque chose en lui avait cédé, pas violemment, mais irrémédiablement. Laurent Dubois n'avait jamais été un homme de gestes gratuits. Dans sa vie, chaque action, chaque mot, chaque choix avait toujours été dicté par une logique d'efficacité, d'optimisation ou de résultat. Il ne faisait jamais quelque chose sans objectif. Il considérait l'émotion comme un résidu gênant de l'enfance, une faiblesse que l'on devait domestiquer pour avancer. Pourtant, ces derniers jours, il s'étonnait de lui-même. Quelque chose en lui s'était déplacé insidieusement, sans qu'il puisse vraiment en contrôler le flux. Et ce déplacement, presque imperceptible au début, devenait maintenant un appel sourd qu'il ne pouvait plus ignorer. Le visage d'Élise l'habitait, non pas comme une obsession romantique, mais comme une présence qui résonnait profondément, ébranlant des couches enfouies depuis des années. Il pensait à elle, dans les silences, dans les trajets en voiture, dans le moment précis où il fermait son ordinateur chaque nuit. Il la revoyait essuyant les vitres, le regard concentré, les mains abîmées mais décidées. Il revoyait la scène du seau renversé, le ton de sa voix quand elle avait dit qu'il n'était pas parfait. Ce ton ne le quittait plus. Alors, sans préméditation réelle, il décida d'agir, de faire quelque chose. Ce ne fut pas une grande décision, juste un petit pas, une brèche timide dans le mur qu'il avait construit autour de lui. Il contacta le département logistique de l'entreprise et demanda, sous un prétexte administratif, que l'on engage une deuxième personne pour renforcer l'équipe de nettoyage du soir. Il insista pour que cela soit effectif dès la semaine suivante, arguant un besoin d'hygiène renforcé dans le contexte post-pandémique. Personne ne remit en question sa demande. Il n'en attendit pas de remerciement. Il ne dit rien à Élise, mais il savait intérieurement que ce geste lui était destiné. Ce premier élan en entraîna un autre. Le mois de décembre approchait, avec ses rues illuminées, ses vitrines pleines de promesses et son cortège de fausses chaleurs. Laurent n'aimait pas cette période. Trop de rituels forcés, trop de souvenirs latents. Pourtant, en voyant les décorations commencer à apparaître dans les halls d'entrée et les vitrines voisines, il pensa à quelque chose qu'il n'avait jamais fait, offrir un cadeau. Pas à ses partenaires, pas à ses clients, mais à des enfants. Plus précisément à ceux d'Élise. Il réfléchit longtemps avant de passer à l'acte. Il ne voulait pas que cela semble déplacé. Il ne voulait surtout pas que cela soit perçu comme une charité condescendante. Alors il fit tout de façon anonyme. Il demanda à son assistante de faire livrer un colis à une adresse précise, à son nom personnel mais sans indication de l'expéditeur. À l'intérieur, 2 paquets soigneusement emballés. L'un contenant un roman graphique récent pour adolescents, l'autre une boîte de jeux éducatifs et créatifs. Rien de tapageur, rien de trop cher, juste de quoi provoquer un sourire. Il y ajouta une petite carte sans signature, simplement marquée d'un vœu sincère. « Joyeux Noël, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. » Il aurait pu oublier ce geste sitôt exécuté, le ranger dans la catégorie des décisions instinctives, mais ce fut le contraire.
Il y repensa constamment. Il imagina la surprise d'Élise en découvrant le colis, sa méfiance peut-être, sa curiosité. Il l'imagina se demandant qui avait pu faire cela, et il réalisa qu'il avait, sans le vouloir, franchi une ligne invisible. Il n'était plus seulement le patron froid et distant d'un monde de vers et de chiffres. Il était devenu, même brièvement, un homme capable d'attention. Élise ne mentionna jamais le colis. Lorsqu'il la croisa quelques jours après, elle semblait identique à elle-même, concentrée, discrète. Mais dans son regard, une lueur différente flottait, un éclat subtil, comme si elle aussi avait franchi une frontière intime. Ils échangèrent un salut bref, mais ce fut suffisant pour qu'il comprenne qu'elle savait, et qu'elle acceptait ce geste, même sans le nommer. Dans les jours qui suivirent, Laurent se sentit pris entre deux forces. D'un côté, son monde habituel l'appelait à l'ordre, les chiffres, les réunions, la performance. De l'autre, un mouvement plus lent, plus intérieur, le poussait à regarder autrement. Il commença à s'attarder sur des détails qu'il aurait autrefois considérés comme inutiles, le ton d'un employé stressé, les hésitations d'un stagiaire, le sourire d'une standardiste. Il ne devenait pas un homme sentimental, mais il cessait d'être uniquement mécanique. Une nuit, alors qu'il finalisait un rapport tardif, il vit Élise traverser le couloir. Elle portait une boîte de produits ménagers, comme toujours, mais cette fois, elle s'arrêta en le voyant. Il leva les yeux de son écran. Le silence s'installa, suspendu. « Merci pour le nouveau chariot », dit-elle soudain, à mi-voix. « C'est plus facile maintenant. » Il fut surpris. Il n'avait pas prévu qu'elle fasse le lien. Il se contenta d'un léger mouvement de tête. « C'est normal », répondit-il. Elle le fixa une seconde de plus, puis reprit sa route. Ce simple échange, aussi bref qu'il fut, résonna comme une victoire discrète. Pas une conquête, une reconnaissance mutuelle, presque respectueuse. Ce soir-là, en sortant du bâtiment, Laurent marcha lentement sous la pluie fine. Il n'avait pas de parapluie. Il ne cherchait pas à se protéger. Il laissait l'eau couler sur son visage, froidement, comme pour le ramener à quelque chose de vivant. Il ne savait pas où cela le mènerait. Il n'avait pas de plan. Mais il avait posé un pied hors de sa zone de confort. Et ce premier pas, il le sentait, était irréversible. Il ne cherchait pas à la séduire. Il ne voulait pas l'impressionner. Il voulait seulement, peut-être pour la première fois de sa vie, faire quelque chose de juste. Pas pour son image, pas pour une stratégie. Juste parce qu'il en avait envie, parce que cela lui paraissait profondément humain. La fin de l'année approchait avec ses jours raccourcis, ses matins glacés et ses promesses à moitié tenues. Le rythme dans l'entreprise s'intensifiait. Les chiffres de clôture s'accumulaient dans les dossiers et chaque étage résonnait d'une tension silencieuse propre au bilan de fin d'exercice. Laurent Dubois, malgré son détachement habituel, sentait cette pression se superposer à un autre type de bouleversement, celui intime et diffus que sa relation silencieuse avec Élise avait provoqué. Il n'en parlait à personne, bien sûr. Personne dans son entourage ne soupçonnait qu'un changement s'opérait en lui, mais tout en Laurent vibrait désormais à un rythme nouveau. Et cette vibration, qu'il tentait de contenir, finit par prendre une forme plus concrète, plus intrusive. Une semaine après l'envoi anonyme du colis pour les enfants d'Élise, Laurent décida de faire plus. Ce n'était plus une question de générosité ou de curiosité, c'était devenu une nécessité intérieure. Il ne supportait plus l'idée qu'une personne aussi digne, aussi invisible aux yeux des autres, continue de porter seule un fardeau qu'il pouvait alléger. Il avait accès à des moyens, à des contacts, à des ressources. Pourquoi ne pas s'en servir? Mais il voulait agir discrètement, sans exposition, sans reconnaissance. Il décida donc de passer par les ressources humaines. Il convoqua la responsable du département avec un prétexte anodin, évoquant un audit interne sur les conditions de travail des sous-traitants. Il orienta habilement la conversation vers Élise, posant des questions détournées, demandant des détails sur ses horaires, ses absences, son ancienneté. Il parla même d'un potentiel reclassement dans un poste plus stable, mieux rémunéré, sous contrat direct avec l'entreprise. Il fit cela avec une application professionnelle, sans montrer une once d'émotion, comme s'il s'agissait d'un simple dossier à gérer. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Élise avait ses antennes bien à l'affût. Elle avait senti quelque chose. Une tension différente dans les couloirs, des regards échangés à demi-mot, une atmosphère inhabituelle autour d'elle.
Le lendemain de la rencontre entre Laurent et le service des ressources humaines, elle reçut un appel de son superviseur direct. Celui-ci, sans grand tact, lui annonça qu'une révision de son contrat était à l'étude, sur demande express, de la direction. Élise sentit immédiatement que quelque chose clochait. Elle ne connaissait qu'un seul homme dans cette direction, et elle comprit sans difficulté d'où venait cette initiative. Ce soir-là, elle arriva plus tôt au bâtiment. Elle monta directement au dernier étage, sans chariot, sans uniforme complet. Elle se posta devant le bureau de Laurent, frappa une fois et entra sans attendre la réponse. Il leva les yeux, surpris, interrompu au milieu d'un appel qu'il écourta rapidement. « Élise, tout va bien ?» demanda-t-il, sincèrement inquiet. Elle referma doucement la porte derrière elle, puis avança de quelques pas. Ses traits étaient tendus, son regard dur. « Pourquoi ?» dit-elle simplement. Il fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Pourquoi quoi ? Pourquoi êtes-vous allé voir les ressources humaines à mon sujet ?» Il hésita une seconde, cherchant comment répondre sans paraître envahissant. « Je pensais pouvoir améliorer votre situation. Vous travaillez trop. Vous avez des enfants. Vous méritez mieux. » Sa voix était calme, mais intérieurement il sentait une chaleur désagréable lui monter au visage. Élise le regardait avec une intensité nouvelle, un mélange de déception et de colère contenue. « Et vous croyez que je vous ai demandé quoi que ce soit? Vous pensez que parce que vous avez du pouvoir, vous avez le droit d'intervenir dans ma vie? Ce n'était pas mon intention de vous. De me quoi couper les jambes? Me rappeler que je suis une petite chose fragile à qui on peut faire la charité en douce? Vous ne comprenez rien, monsieur Dubois. » Il tenta de se lever, de l'approcher, mais elle fit un pas en arrière comme pour tracer une limite physique entre eux. « Je ne suis pas une cause à sauver. Je ne suis pas une mission humanitaire. Je suis une femme qui travaille dur, oui, mais qui tient debout, sans l'aide de personne. Et quand vous vous êtes mis à manipuler mon dossier sans mon consentement, vous m'avez retiré la seule chose que j'ai toujours gardée intacte, ma dignité. » Il voulut protester, expliquer, se justifier, mais aucun mot ne lui semblait juste. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle disait ces choses comme des faits, comme on tranche une vérité nette et sans appel. « Je vous croyais différent, finit-elle par dire, d'une voix plus basse. Mais vous êtes comme les autres. Vous croyez que les bonnes intentions suffisent. À vous excuser d'entrer dans la vie des gens sans frapper. » Puis elle tourna les talons, ouvrit la porte et disparut dans le couloir. Il resta là, figé, les mains appuyées sur son bureau, le souffle court. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait confronté ainsi. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait eu aussi mal sans avoir été blessé physiquement. Ce n'était pas une humiliation. C'était une prise de conscience brutale. Il avait dépassé une frontière qu'il n'avait pas le droit de franchir, même avec les meilleures intentions du monde. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il erra dans les couloirs vides du bâtiment, repensant à chaque mot, à chaque regard. Il réalisa que son besoin de réparer n'était qu'une autre forme de contrôle, une manière déguisée de se rendre indispensable, de garder le dessus. Il avait vu en Élise un mystère, une force, mais il n'avait pas respecté les contours de cette force. Il l'avait traitée comme un problème à résoudre, pas comme une personne libre. Et cette lucidité nouvelle, bien plus que la colère, d'Élise, était ce qui le faisait le plus souffrir. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit réellement vulnérable. Et cette douleur, loin de l'éloigner d'elle, le rapprochait de quelque chose d'essentiel. Le besoin d'apprendre, non pas à aimer, mais à comprendre, à écouter, à ne plus imposer. Mais peut-être était-il déjà trop tard. Le froid s'était intensifié sur Paris, enveloppant les rues d'un voile pâle presque immobile. Les passants pressèrent le pas, les mains dans les poches, les écharpes jusqu'au nez, fuyant l'air mordant de l'hiver. À l'intérieur de l'immeuble où travaillait Laurent Dubois, la chaleur persistait, mais une autre forme de gel s'était installée. Depuis le soir où Élise l'avait confronté dans son bureau, un silence épais s'était établi entre eux. Elle continuait à faire son travail avec la même rigueur, les mêmes gestes précis, mais sans un regard, sans un mot. Et lui, incapable de réparer ce qu'il avait brisé, observait cette distance grandir sans trouver comment la franchir. Il aurait pu se convaincre d'oublier, de se recentrer sur ses affaires, de noyer son malaise dans les chiffres, les projets, les échéances. Mais rien n'y faisait. Ce n'était plus une distraction passagère, ni une simple curiosité humaine.
C'était devenu une présence constante, un vide qui résonnait à chaque fois qu'il la voyait passer sans s'arrêter. Il se rappelait chaque mot qu'elle lui avait dit, surtout celui qui avait résonné comme une claque. Dignité. Elle avait raison. Il avait voulu agir pour elle sans jamais lui demander ce qu'elle voulait. Et dans cet élan, il avait effacé son autonomie, sa voix. Un après-midi de week-end, alors que les bureaux étaient fermés pour maintenance, Laurent décida de revenir, seul. Il avait besoin de solitude, mais surtout d'un lieu silencieux où penser. Il erra entre les étages, marcha longuement dans les couloirs vides. Tout lui semblait plus grand, plus creux, comme si l'absence des autres avait mis en relief son propre isolement. Il descendit jusqu'au sous-sol, là où étaient entreposés les matériels d'entretien, les fournitures oubliées, les objets perdus par des employés depuis des années. Il ouvrit une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, une petite pièce sombre, encombrée de cartons et d'archives poussiéreuses. Par réflexe, il alluma la lumière et s'avança. Il fouillait sans but, cherchant sans chercher, jusqu'à ce que son regard tombe sur une boîte en carton posée à moitié ouverte sur une étagère branlante. À l'intérieur, des objets divers, mugs cassés, agendas périmés, photos froissées. Et au milieu de ce bric-à-brac, un carnet noir sans titre, usé par le temps. Il le prit, souffla la poussière. Lorsqu'il l'ouvrit, il reconnut l'écriture dès les premières lignes. C'était celle d'Élise. Le carnet n'était pas un journal intime, ni un carnet de bord professionnel. C'était une collection de pensées éparses, de phrases notées au hasard des jours, de fragments poétiques, de souvenirs. Il lut, page après page, sans pouvoir s'arrêter. Certains passages étaient sombres, d'autres lumineux, mais tous portaient une voix forte, profonde, entière. Un passage attira particulièrement son attention. Il y a des jours où je suis invisible, et c'est un soulagement, parce que ceux qui me voient vraiment pourraient aussi voir ce que je cache. Un autre, plus loin, le monde ne veut pas de nos failles, alors on les range dans des boîtes, qu'on empile dans des pièces fermées, comme ce carnet que je n'aurais jamais dû commencer. Laurent sentit sa gorge se serrer. Ces mots, ces pensées, n'étaient pas destinés à être lus. C'était un espace intime, une échappée, un cri muet. Et il était là, à le lire en cachette, une nouvelle fois en train de franchir une limite. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Ce qu'il lisait lui révélait une Élise qu'il n'aurait jamais pu deviner autrement, une femme en lutte constante contre l'oubli, l'usure, la solitude. Une femme consciente de sa propre invisibilité mais farouchement décidée à ne pas disparaître. À la fin du carnet, un poème, quelques vers seulement, écrit avec une encre qui avait bavé. « Je suis celle qu'on ne regarde pas mais dont la voix résonne en silence. Je suis celle qu'on oublie parfois mais qui n'oublie jamais l'absence. » Laurent referma le carnet avec précaution. Il le reposa dans la boîte, puis, pris d'un élan incontrôlable, le reprit. Il ne pouvait pas le laisser là. Il devait faire quelque chose. Pas pour réparer, pas pour s'excuser, mais pour dire qu'il avait enfin compris. Il monta à son bureau, s'assit à sa table, prit une feuille blanche. Et il écrivit. Une lettre sans fioriture, une page seulement. Des phrases simples. Je ne voulais pas vous faire mal. Je voulais bien faire, mais j'ai mal fait. J'ai agi comme je dirige, avec contrôle, sans demander, sans écouter. Je n'ai pas vu que votre force venait justement de votre silence, de votre discrétion, de votre choix. Ce carnet, je l'ai trouvé par hasard. Je l'ai lu, et je me suis vu dans vos mots, non pas comme celui qui sauve, mais comme celui qui n'a jamais su comment exister autrement qu'en observant sans comprendre. Je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous sachiez que, cette fois, je vous vois. Vraiment. Il relut la lettre plusieurs fois, la glissa dans une enveloppe, sans la signer. Puis il l'attacha avec un ruban au carnet et les plaça ensemble dans le casier du personnel réservé à Élise, au sous-sol. Il n'attendait pas de réponse. Il n'était même pas sûr qu'elle la lirait. Mais pour la première fois, il avait écrit sans intention, sans stratégie, juste pour dire, juste pour reconnaître. Le lendemain, il arriva plus tôt que d'habitude, sans vraiment savoir pourquoi. À 9 heures, Élise n'était pas encore là. Il passa la journée sans la croiser. Le soir venu, en redescendant pour quitter l'immeuble, il s'arrêta devant le casier. Le carnet n'y était plus, la lettre non plus. Rien. Il resta là quelques secondes, le cœur battant un peu plus fort que d'ordinaire. Il ne savait
pas ce que cela signifiait. Mais il savait que quelque chose avait été reçu et que désormais tout dépendait d'elle. La pluie s'abattait sur Paris avec une violence rare. Le vent hurlait entre les immeubles, fouettant les façades et faisant vibrer les vitres comme si la ville entière protestait contre quelque chose d'invisible. L'air était chargé d'électricité. Chaque rafale semblait annoncer un bouleversement. C'était une de ces nuits où l'on sent, avant même que quoi que ce soit ne se produise, que quelque chose va se rompre. Et dans le bureau silencieux de Laurent Dubois, quelque chose, justement, était sur le point de céder. Il était resté tard une fois encore, bien que cette fois ce ne fût pas par devoir ni par habitude. Il n'avait presque rien accompli de concret depuis le début de la soirée. Il avait feuilleté des dossiers, ouvert des documents, déplacé des papiers d'un côté à l'autre du bureau sans réel but. Toute son attention était ailleurs. Depuis qu'il avait déposé la lettre dans le casier d'Élise, il n'était plus tout à fait le même. L'attente, le doute, le silence qui avait suivi la disparition du carnet le tenaillaient d'une manière qu'il ne comprenait pas encore totalement. Il s'interrogeait sur la manière dont elle avait réagi, sur ce qu'elle avait ressenti, en lisant, s'il était vrai qu'elle avait lu, les mots qu'il avait écrits. Mais plus encore, il se demandait ce qu'il attendait lui-même, sans oser se l'avouer. Un grondement plus sourd que les autres secoua le ciel au-dessus de l'immeuble. Puis, dans un souffle brutal, le courant sauta. Tout s'éteignit en un clin d'œil. Plus de néon, plus de signal d'ordinateur, plus de climatisation. Seule, la lumière des éclairs éclairait brièvement les couloirs. C'était la seconde fois que cela arrivait en quelques semaines, et cette coïncidence n'était pas perdue pour Laurent. Il resta assis, figé dans l'obscurité, attendant que les systèmes de secours prennent le relais. Mais rien ne vint. Pas cette fois. Le bâtiment était totalement plongé dans le noir. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Il les reconnut avant même de la voir. Une lumière vacillante s'approchait. Puis, comme dans un écho du passé, la silhouette d'Élise apparut, une lampe torche à la main. Elle était là, devant lui, les traits tendus, les cheveux humides, le regard droit. Elle ne semblait ni en colère, ni apaisée, juste résolue. « Je savais que vous seriez là, dit-elle calmement. Laurent se leva lentement, comme s'il sortait d'un rêve. « Je ne pouvais pas partir, répondit-il. Il y avait quelque chose d'inachevé. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle entra dans la pièce, posa la torche sur le bureau, éclairant leur visage d'une lumière blanche et crue. Un silence s'installa, mais cette fois, ce n'était pas un silence de gêne ou de peur. C'était un silence nécessaire, comme un souffle retenu. « Vous avez lu ce que j'ai écrit » murmura-t-il enfin. « Oui ». Il ne demanda pas ce qu'elle en avait pensé. Il n'osa pas. Il attendit. « Ce carnet, je l'avais oublié. Je l'avais laissé là volontairement. Une partie de moi voulait qu'il disparaisse avec le reste. Je ne pensais pas qu'un jour quelqu'un le lirait, encore moins vous. » Elle s'approcha du bureau, s'appuya contre le rebord, ses mains croisées devant elle. « Vous avez franchi une limite. Encore. Mais cette fois, vous l'avez fait sans vouloir contrôler. Juste pour dire. Et ça, je l'ai senti. » Laurent ne répondit pas. Il la regardait, absorbé, comme si chaque mot qu'elle disait dessinait un chemin à suivre. « Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on n'a pas besoin d'être reconnu, » poursuivit-elle. « Ce n'est pas parce qu'on se tait qu'on accepte, mais parfois on préfère le silence au mensonge, le silence au regard biaisé. Vous avez regardé sans vouloir posséder. C'est rare. » Elle sortit alors une feuille pliée de sa poche. Laurent la reconnut immédiatement. Sa lettre. Elle la posa doucement sur le bureau. « J'ai gardé ça, » dit-elle. « Pas parce que je pardonne. Pas parce que j'attends quoi que ce soit, mais parce que c'est la première fois qu'on me dit quelque chose sans me demander de changer. » Il sentit une émotion étrange monter en lui, profonde, presque douloureuse. Il détourna un instant le regard, luttant contre l'envie de s'effondrer dans cet instant. Puis il reprit la parole. « Je ne veux rien de vous, Élise, rien que vous ne soyez prête à offrir. Je voulais simplement que vous sachiez que vous comptez, que vous avez compté pour moi avant même que je comprenne ce que cela signifiait. » Elle hocha la tête lentement. « Alors écoutez-moi bien, vous n'avez pas à réparer ma vie, vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est ne plus faire semblant que je n'existe pas. C'est tout ce que je demande. Pas de miracle, pas de promesse, juste une présence honnête. » Ces mots le frappèrent avec une force inattendue. Il s'en voulait de ne pas y avoir pensé plus tôt, de ne pas avoir compris plus vite.
Mais il savait qu'il n'était pas trop tard. Il y avait encore du temps. Encore un espace entre eux que l'on pouvait remplir d'autre chose que de distance. Un nouveau coup de tonnerre ébranla l'immeuble. La torche vacilla légèrement. Dans cette lumière instable, leurs visages se rapprochèrent. Il n'y eut pas de geste grandiose, pas de déclaration. Mais dans le regard d'Élise, quelque chose s'était ouvert. Une brèche, un pont. Et Laurent, pour la première fois depuis des années, n'éprouva pas le besoin de tout contrôler. Il était simplement là, face à elle, vulnérable, mais entier. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. Les jours suivants passèrent, comme suspendus, étrangement calmes. Le tonnerre avait cessé, la ville reprenait son souffle après la tempête. Dans l'immeuble de verre où tout avait commencé, les couloirs retrouvaient peu à peu leur routine silencieuse. Mais dans le cœur de Laurent Dubois, rien n'était plus comme avant. Depuis cette nuit où Élise lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on la répare, mais simplement qu'on la voie, il sentait que ses fondations intérieures s'étaient redéplacées. Il ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais il percevait avec une acuité nouvelle chaque geste, chaque regard, chaque battement de silence. Il ne s'était pas autorisé d'espérance. Pourtant, quelque chose en lui croyait que le lien entre eux avait changé de nature. Ce n'était plus une tension ni une distance. C'était une reconnaissance, un terrain commun où la parole n'était plus nécessaire pour que le respect existe. Et cela suffisait, pensait-il. Cela devait suffire. Mais lorsqu'il arriva au bureau ce matin-là, une enveloppe l'attendait sur sa table, posée avec soin, sans signature apparente. Il l'ouvrit mécaniquement, ne s'attendant à rien de particulier, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur les premiers mots. Une lettre manuscrite, l'écriture d'Élise. Il s'assit, déjà traversé par un frisson. Il lut en silence. « Laurent, je vous écris plutôt que de parler, parce que les mots, quand ils sont dits trop vite, blessent plus qu'ils ne libèrent. Ce que j'ai à dire mérite le silence d'une lettre. Je quitte l'entreprise. J'ai donné ma démission. Ce matin, pas en colère, pas en fuite, juste par nécessité. Depuis quelques semaines, quelque chose a changé en moi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti dans ce bureau m'a permis de comprendre une chose essentielle. Je ne peux plus rester là où j'ai appris à m'effacer, même si quelque chose d'inattendu y est né. Même si vous m'avez regardé. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un adieu brutal. C'est un départ pour me retrouver ailleurs. Je dois recommencer dans un espace où mon histoire n'est pas liée à la douleur de ne pas avoir été vue pendant trop longtemps. Ce que nous avons partagé, ce regard, ces mots, ce silence, restera en moi comme un rappel précieux que j'existe, que j'ai le droit d'exister. Merci pour votre lettre. Merci pour votre maladresse. Merci pour votre regard. Mais certaines choses doivent changer de lieu pour fleurir. Il relut la lettre plusieurs fois, les mains crispées, sur le papier. Elle n'était pas écrite dans le ressentiment. Chaque phrase y était posée avec délicatesse, chaque mot pesait comme un souffle. Mais la décision était ferme. Élise partait, et il ne pouvait rien y faire. Il quitta son bureau, descendit les étages, sans vraiment s'apercevoir des gens qu'il croisait. Il arriva au sous-sol, là où elle terminait ses derniers tours. Il la trouva là, rangeant ses affaires dans un petit sac, déjà vêtu de son manteau. Elle leva les yeux en le voyant. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda, cherchant une faille, une ouverture, une hésitation, mais son regard était tranquille, résolu. « Vous partez vraiment ?» demanda-t-il enfin, la voix plus basse que d'habitude. « Oui. »« Et il n'y a rien que je puisse dire ?» Elle sourit doucement. « Ce n'est pas une punition, Laurent. Ce n'est pas contre vous, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ce que je veux leur montrer. » Il s'approcha d'un pas trop près, juste assez pour que les mots soient clairs. « Je ne vous ai jamais demandé de rester, mais je n'ai jamais voulu que vous partiez non plus. » Elle acquiesça, le regard un peu brumeux. « Et c'est justement parce que vous ne m'avez rien demandé que je peux partir en paix. » Elle remit son sac sur l'épaule, serra sa veste contre elle. Puis, dans un geste qu'il n'attendait pas, elle tendit la main vers lui. Il la saisit, surpris par la chaleur, la force contenue dans ce contact. « Ne laissez pas ce que vous avez découvert mourir en vous, dit-elle. » Il hocha lentement la tête. Il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne lui semblait assez juste, assez simple, assez humble. Elle se retourna, s'éloigna dans le couloir. Chaque pas semblait peser plus lourd que le précédent. Et lorsqu'elle disparut dans l'ascenseur, Laurent resta seul, les yeux fixés sur les portes closes, le cœur étrangement silencieux.
Il remonta dans son bureau, s'assit face à la ville, les lumières pâles des immeubles voisins se reflétant dans les vitres. Il ne sentit pas la tristesse d'un abandon. C'était autre chose, un vide noble, un espace ouvert. Il comprit, alors qu'il avait toujours vécu dans un monde d'action et de contrôle, mais que les choses les plus importantes ne se retiennent pas. Elles se vivent, elles s'acceptent, elles se respectent. Et que parfois aimer, ou simplement estimer profondément, c'est laisser partir. Ce jour-là, il ne travailla pas. Il resta là, les mains jointes, repensant à chaque moment partagé, chaque silence, chaque regard. Et il se promit, sans bruit, de ne pas revenir en arrière, de ne pas se refermer. Parce qu'il savait désormais que la vraie force réside dans la capacité de changer. Même si l'on change seul, même si c'est douloureux, même si cela commence par une absence. La lettre d'Élise, puis sa silhouette s'éloignant sans se retourner, avait laissé en Laurent Dubois une sensation étrange. Pas de colère, pas d'abattement, mais un écho profond, persistant, comme un sillage de vérité que rien ne pouvait effacer. Il s'était retrouvé seul dans ce bureau qui avait été pendant tant d'années son refuge, sa tour de contrôle, son abri contre le monde. Mais pour la première fois, cet espace lui parut étroit, vidé de son sens comme un costume trop ajusté dont on découvre soudain l'inconfort. Les jours suivants, il tenta de reprendre le cours habituel de sa vie. Il assistait aux réunions, signait les contrats, validait les stratégies. À l'extérieur, rien n'avait changé. À l'intérieur, tout était fissuré. Il se surprenait à rêver les yeux ouverts, à fixer un point invisible au-delà des écrans, à chercher un sens dans les gestes mécaniques de son quotidien. Il revoyait sans cesse les mots d'Élise, sa voix posée, son regard droit. Il ne savait pas ce qu'il ressentait exactement. Ce n'était ni de l'amour tel qu'on le nomme habituellement, ni une simple admiration. C'était un appel, une résonance, quelque chose de plus vaste, de plus profond. Un matin, alors que l'hiver persistait dans l'air, Laurent prit une décision. Une de celles qui ne s'explique pas par la logique, mais qui s'impose comme une évidence, irrévocable. Il convoqua son associé, un homme pragmatique, fidèle à l'entreprise depuis ses débuts. La conversation fut brève. Laurent lui annonça qu'il allait se retirer temporairement de la gestion quotidienne, qu'il lui confiait les rênes. Il ne précisa pas la durée. Il parla simplement d'un besoin de recul, de réajustement. Son associé, surpris, tenta de comprendre, mais Laurent ne donna pas de justification concrète. Il ne s'agissait pas d'un burn-out ni d'une crise passagère. C'était plus simple et plus complexe à la fois. Une nécessité de se retrouver en dehors des murs qu'il avait construits lui-même. Il ferma son agenda, éteignit son téléphone professionnel, vida son bureau de tout ce qui ne lui appartenait, pas intimement. Puis, sans prévenir personne d'autre, il prit la route. Il ne savait pas exactement où il allait. Il n'avait pas préparé de discours, pas prévu de fleurs, ni de mise en scène. Il avait simplement noté l'adresse d'Élise, celle qu'il avait gardée en mémoire depuis ce matin d'hiver, où il l'avait observée de loin, sans oser s'approcher. Il quitta Paris par le sud, traversa les boulevards périphériques, s'enfonça dans les quartiers populaires jusqu'à atteindre cette rue modeste, bordée d'immeubles gris aux volets décolorés. Il gara sa voiture quelques mètres plus, loin descendit sans hâte, une légère appréhension dans la poitrine. Il ne savait pas ce qu'il allait dire ni comment elle réagirait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas rester de l'autre côté du silence. Il monta les marches lentement, lut les noms sur les boîtes aux lettres. Moreau, 3e étage. Il frappa. Une fois. 2. Puis il entendit des pas. La porte s'ouvrit doucement. Élise était là. En tenue simple, les cheveux relevés, les traits fatigués mais lumineux. Elle mit quelques secondes à le reconnaître, comme si elle ne s'attendait pas à cette réalité. Il resta silencieux, attendant un signe. « Laurent ?» dit-elle, presque sans y croire. Il hocha la tête. « Je ne viens pas pour vous convaincre de revenir. Je ne viens pas pour me faire pardonner. Je viens parce que je n'ai jamais fait ça. Venir, dire, être là. » Elle ne répondit pas. Elle ouvrit un peu plus la porte, s'effaça légèrement pour le laisser entrer. Il entra. L'appartement était modeste, chaleureux, habité. Une odeur de soupe flottait dans l'air. Des dessins d'enfants étaient accrochés au mur. Il se sentit déplacé, mais étrangement à sa place.
Ils s'installèrent autour de la table de la cuisine, sans cérémonial. « Je n'ai rien à vous offrir, dit-elle. « Vous m'offrez déjà quelque chose, répondit-il. Ils restèrent là dans une conversation qui n'était pas une explication, mais une traversée. Ils parlèrent de choses simples, des enfants, du quotidien, des souvenirs. Laurent raconta quelques fragments de son passé, qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Elle écouta sans commenter. Elle parla de ses projets, de son envie de recommencer ailleurs, de faire quelque chose qui ait du sens. Il l'écouta, et dans chaque mot, il trouvait une vérité qu'il n'avait jamais cherchée auparavant. Il ne lui demanda pas de recommencer quoi que ce soit. Il ne proposa pas d'aide ni de solution. Il était là, seulement là, avec son silence, sa présence, sa sincérité, et cela suffisait. Lorsqu'il partit, 2 heures plus tard, il ne sentit ni défaite ni victoire. Il sentit une ouverture, une possibilité. Sur le chemin du retour, il ne pensa pas à ce qu'il avait à faire, mais à ce qu'il voulait devenir. Pas pour elle, pas pour plaire, mais parce qu'en la rencontrant, il avait rencontré quelque chose de lui-même qu'il croyait perdu. Il se promit de transformer cette rencontre en mouvement, de ne pas laisser cette lumière se dissiper, de faire quelque chose de ce qu'il avait compris, même s'il ne savait pas encore comment. Il ne cherchait plus une fin heureuse, il cherchait une continuité sincère. Et cela, il le savait désormais, ne pouvait commencer que par un pas en dehors de lui-même. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Laurent Dubois avait franchi cette porte d'un modeste appartement de banlieue, portant avec lui, non pas des intentions claires ni des certitudes, mais une simple volonté d'être. Ce jour-là, il n'était ni le dirigeant inflexible d'une entreprise de logistique prospère, ni l'homme d'affaires que l'on citait en exemple dans les revues économiques. Il était un homme nu de ses habitudes, venu sans armes, sans excuses prémâchées, avec le besoin sincère de faire quelque chose de différent. Pas pour redéfinir une image, pour redéfinir un sens. Depuis cette visite, les choses n'avaient pas repris leur place initiale. Au contraire, elles s'étaient déplacées. Lentement, profondément, silencieusement. Élise et lui ne s'étaient pas revus immédiatement. Pas parce qu'ils s'évitaient, mais parce que chacun, à sa manière, devait intégrer ce qu'il avait vécu. Elle, en cherchant un nouveau travail qui lui permettrait d'allier sa dignité à une stabilité nouvelle. Lui, en s'éloignant de son empire, pour observer le monde sans les vitres teintées de son bureau. Laurent décida d'arrêter temporairement son entreprise. Il annonça publiquement une suspension d'activité personnelle, sans donner de détails à la presse. Pour ses actionnaires, ce fut une surprise. Pour ses collaborateurs, un choc. Mais il tint bon. Il expliqua que le vrai leadership ne résidait pas dans la permanence, mais dans la capacité à laisser l'entreprise respirer autrement. Il laissa les commandes à son associé, se détacha du rythme quotidien et entreprit ce qu'il n'avait jamais osé, observer les failles sociales qui traversaient son propre secteur. Il retourna dans les sous-sols, non plus pour fuir, mais pour comprendre. Il visita des structures associatives, des centres de réinsertion, des collectifs de travailleurs. Invisibles. Il écouta des histoires semblables à celles d'Élise. Des vies qui tenaient sur des équilibres fragiles, des existences réduites à des fonctions alors qu'elles recelaient une force insoupçonnée. Et c'est là, dans cette immersion volontaire, qu'une idée s'imposa à lui, claire, simple, irrévocable. Il décida de créer une fondation, une structure indépendante de son entreprise, dédiée à l'accompagnement de personnes en situation précaire vers la réinsertion professionnelle. Pas une œuvre de charité, une passerelle concrète bâtie sur la reconnaissance, l'autonomie et la confiance. Il mobilisa ses contacts, ses ressources, mais refusa toute publicité autour de l'initiative. Il ne voulait pas que cela devienne un trophée moral, il voulait que cela serve, et naturellement, sans qu'il n'ait eu besoin de l'envisager comme une manœuvre, Élise réapparut dans cette nouvelle trajectoire. Il la contacta simplement, lui parla du projet sans pression. Il ne lui proposa pas un poste mais une place à inventer. Elle vint, curieuse, prudente. Elle écouta, observa. Puis, au bout d'une semaine de visite, de discussion, elle accepta, pas pour lui faire plaisir, pour elle, pour les autres, pour ses enfants, à qui elle voulait montrer qu'on peut construire sans s'effacer. Elle devint coordinatrice du pôle d'accueil, non pas parce qu'elle avait les diplômes parfaits, mais parce qu'elle avait traversé ce que les autres traversaient. Elle comprenait la honte muette
la fatigue invisible, la dignité que l'on défend malgré tout. Elle ne donna jamais d'interview. Elle ne voulait pas devenir un symbole, elle voulait juste que le travail soit fait. Laurent, de son côté, ne reprit pas totalement les rênes de son entreprise. Il réaménagea son rôle, choisit de n'intervenir que sur les décisions d'impact humain. Il réduisit ses journées de travail, apprit à dire non aux sollicitations absurdes, réapprit à marcher sans but dans les rues, à lire un roman sans regarder l'heure, à attendre sans impatience. Il n'en parlait à personne, mais chaque fois qu'il posait les yeux sur Élise, dans les couloirs de la Fondation, il se souvenait d'où il venait et de ce qu'il aurait pu devenir s'il ne l'avait pas rencontré. Entre eux, il n'y eut jamais de déclaration formelle ni de gestes spectaculaires, pas de baisers volés ni de promesses solennelles. Leur lien s'était construit sur autre chose, un respect mutuel, une lucidité commune, une tendresse, discrète mais tenace. Ils partageaient certains soirs un café, une marche jusqu'au métro, quelques échanges de regards. Ils n'avaient jamais mis de mots sur ce qu'ils étaient, et cela leur suffisait. Les enfants d'Élise venaient parfois à la Fondation après l'école. Ils saluaient Laurent avec un naturel désarmant, l'appelant « Monsieur Dubois », avec un mélange d'amusement et de respect. Il leur parlait comme il aurait voulu qu'on lui parle enfant, sans condescendance, avec écoute. Ils ne savaient pas tout ce que leur mère et lui avaient traversé, mais ils comprenaient à leur manière que quelque chose d'essentiel avait changé, et c'est cela qui comptait. Ce que Laurent et Élise avaient construit n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas une romance hollywoodienne ni une revanche sur la vie. C'était une forme de réalité plus rare, deux trajectoires qui s'étaient croisées sans se heurter, deux solitudes qui avaient appris à se reconnaître. Ils n'étaient pas un couple selon les normes attendues. Ils étaient deux humains qui s'étaient choisis sans condition, sans calcul. Et dans ce choix, il y avait quelque chose de plus puissant que tous les projets réussis, tous les bilans équilibrés, toutes les stratégies parfaitement exécutées. Il y avait la simple évidence que la vie, lorsqu'elle est regardée avec honnêteté, peut toujours recommencer. Pas au même endroit, pas avec les mêmes certitudes, mais avec plus de vérité, avec plus de courage. Et avec ce mot qu'ils n'avaient jamais prononcé, mais qu'ils portaient désormais ensemble, dans chaque geste, dans chaque silence partagé, l'espoir.